Raison et sensibilité, ou les deux manières d'aimer, tome 2, par Jane Austen, une traduction d'Isabelle de Montolieu. À Paris, chez Artus Bertrand libraire, rue Hautefeuille numéro 23, 1815. Chapitre 21. Les Palmer repartirent le jour suivant, et la famille de Barton Park et celle de Barton Chaumière restèrent seules, chacune chez soi, à la grande satisfaction de la dernière. Ces dames avaient à peine eu celui d'oublier la joyeuse Madame Palmer et son rude amour, et de réfléchir à la différence d'humeur de ce couple, ce qui ne se trouve au reste que trop souvent dans le mariage, que Sir George et Madame Jennings leur procurèrent matière à d'autres observations. Il leur était impossible de ne pas chercher une société nouvelle, et pour se désennuyer dans leur solitude, ils firent un matin une excursion à Exeter. Ils rencontrèrent là, par hasard, deux parentes éloignées de Madame Jennings, mais ce fut assez pour que Sir George les invita tout de suite à venir passer quelque temps au parc. Extrêmement flattées d'être appelées cousines par un baronnet et de faire la connaissance de leur illustre parente, Lady Middleton, elles n'eurent rien de plus pressé que d'accepter l'invitation pour le lendemain et de laisser les amis obscurs chez qui elles logeaient. Lady Middleton fut au désespoir, au retour de son mari, d'apprendre qu'elle allait avoir chez elle, à sa table, dans son élégant salon, deux provinciales qu'elle ne connaissait point, qui sans doute seraient gauches, mal mises, et qui auraient mauvaise tournure. En vain, son mari et sa mère la rassuraient et lui disaient que mesdemoiselles Steels étaient deux charmantes personnes. Elle se défiait de leur goût et tremblait de les voir arriver. Ce titre de cousine, qui n'était point du bon ton, et qu'elle lui donnerait sans doute à tout propos, la faisait frémir. Mais qu'y faire ? Elles étaient invitées, elles avaient accepté, il fallait bien les recevoir. Lady Middleton s'y résigna. Elle connaissait trop bien l'usage pour manquer à la politesse, mais elle se promit seulement d'y joindre toute la dignité et la froideur convenables. Elle fut d'ailleurs un peu consolée en apprenant que mesdemoiselles Steels étaient jeunes encore et qu'on pouvait au moins les faire danser et les lier avec mesdemoiselles Dashwood, qui ne lui plaisaient pas infiniment. Elles arrivèrent et Lady Middleton en fut beaucoup plus contente qu'elle ne se l'était imaginé. Leur toilette n'était pas trop éloignée de la mode, leur abord fut très poli sans trop d'empressement, et le terrible mot de cousine ne sortit pas de leur bouche. En échange, celui de Milady fut souvent répété, avec des extases sans fin sur le goût de ses appartements, sur la beauté des meubles. Quand se vint au tour des enfants, ce fut un enchantement dont on ne peut se faire idée. Jamais elle n'avait vu d'aussi charmantes petites créatures. C'étaient vraiment de petits anges. Enfin, le hasard les servit si bien pour prendre Lady Middleton par ses faibles, qu'avant une heure, elle avait fait réparation entière aux protégés de sa mère et de son mari, à qui elle déclara que c'étaient les deux plus charmantes jeunes filles qu'il y eut au monde, et les remercia de les avoir invitées. L'éloge et l'hyperbole étaient si rares dans sa bouche que Sir George en fut aussi fier que si cela lui regardait lui-même, et que, pressé de faire parade de ses aimables cousines et de son discernement, il partit à l'instant pour la chaumière. Il fallait, toute affaire cessante, apprendre à mesdemoiselles Dashwood l'arrivée des deux plus charmantes filles qu'il y eût au monde. Dans sa joie de l'approbation de sa femme, il mettait ses parentes même avant les siennes propres. Elinor sourit à cet éloge qui allait toujours en croissant. « Venez, venez, disait-il, il faut que vous veniez tout de suite. Vous serez enchantés, ravis. Elles ont gagné le cœur de Lady Middleton au premier moment. Ce sera de même avec vous, vous verrez. Lucie, la cadette, qui est très belle, est aussi bien qu'agréable. Mes enfants sont déjà autour d'elle comme autour de leur maman. Elles ont rempli leur voiture de joujoux et de bonbons. N'est-ce pas une charmante attention ? Elles languissent de vous voir. Et vous êtes proches parentes. Elles sont les cousines de ma femme et vous les miennes. On leur a dit à Exeter que vous étiez aussi les plus belles personnes du monde. Je le leur ai confirmé. Et j'ai dit bien d'autres choses encore. En sorte qu'elles meurent d'impatience de se lier avec vous. Vous riez, Elinor ? Oui, Sir George. J'admire le hasard étonnant qui rassemble à Barton les 5 plus belles personnes de l'univers. Eh bien, vous verrez si je mens.
Et si ce n'est pas comme je vous le dis? Venez donc, vous regretterez ensuite tous les moments où vous n'aurez pas été ensemble. » Tout ce qu'il put obtenir, ce fut la promesse d'aller le lendemain faire visite aux nouvelles venues. Il s'en alla surpris de cette indifférence. Tout autre que lui aurait soupçonné qu'elle avait pour motif la rivalité de perfection, mais Sir George n'imaginait jamais le mal et n'en eut pas l'idée. De retour chez lui, il vanta ses cousines aux demoiselles Steele avec le même feu, en sorte que chacune d'elles devait s'attendre à voir des êtres parfaits. Mais Elinor, qui connaissait l'optimisme du baronnet et son enchantement pour les nouvelles connaissances, rabattait beaucoup de ses éloges, et Maria ne s'en occupait point. Quand elles arrivèrent le lendemain au parc pour faire leur visite, Sir George les présenta les unes aux autres avec la même emphase qu'il avait mise à leur éloge, et l'on comprend qu'elles s'examinèrent avec attention. L'aînée des demoiselles Steele, Miss Anna, avait près de 30 ans, assez d'embonpoint, un de ces visages insignifiants qui n'expriment rien du tout, et de qui on n'a rien à dire, ni en bien, ni en mal. Lucie, le prodige de beauté de Sir George, était en effet très jolie. Ses traits étaient réguliers, son regard perçant. Elle avait dans sa tournure quelque chose qui n'était ni de la grâce, ni de l'élégance, mais qui la faisait remarquer. Leur abord fut très poli. Avec Lady Middleton, c'était plus que de la politesse. C'étaient des attentions recherchées, de la souplesse, une flatterie adroite, quoique continuelle, et qui persuada à Elinor qu'elle ne manquait pas d'une sorte d'esprit. Elle parlait avec ravissement des enfants, de leur beauté, de leur intelligence. Elle jouait avec eux, supportait tous leurs caprices, répondait sans se lasser à leurs questions importunes. Avec Milady, elles admiraient l'arrangement de la maison, la bonté d'aimer, le goût de sa parure, lui demandaient des patrons de ses broderies, des modèles de ses chiffons, lui offraient de lui aider dans ses ouvrages ou de faire 1000 bagatelles pour amuser les enfants. Lady Middleton écoutait complaisamment toutes ces flatteries et trouvait ses nouvelles cousines toujours plus aimables et d'une affection inépuisable. Les enfants en général tourmentent à proportion de ce qu'on les gâte, et ceux qui s'occupent sans cesse d'eux et qui cèdent à toutes leurs fantaisies en sont les premières victimes. Mais les demoiselles Steele souffraient de tout, avec une patience qui leur gagna en entier le cœur de la faible mère. Les rubans de leur ceinture dénoués, leurs cheveux défaits, leurs boucles d'oreilles tordues, leurs bracelets décrochés, toutes leurs bagues tirées de leurs doigts et roulant sur le plancher, leurs corbeilles d'ouvrage renversées, leurs ciseaux perdus, tout cela était charmant. Ils avaient une activité adorable, une grâce parfaite dans leurs petits mouvements. On les laissait grimper sur les genoux, chiffonner les robes, tout était délicieux. La maman applaudissait par un sourire et ne s'étonnait que de l'apathie des mesdemoiselles d'Ashwood, qui ne prenaient nulle part à ces jeux. Pour l'ordinaire, elle caressait les enfants, mais sans s'en laisser tourmenter. Ce jour-là, les nouvelles venues s'en emparèrent tellement et les rendirent si insupportables qu'elles se tinrent prudemment à l'écart. George est très gentil, très animé aujourd'hui, dit Lady Middleton, en voyant son fils aîné prendre le mouchoir de mademoiselle Anna et le jeter par la fenêtre. C'est un petit malicieux. Williams sera votre petit amoureux, Miss Lucy, je vois cela. L'enfant lui pinçait le bras à lui faire un noir. Il eut un baiser pour récompense de la souffrante Lucie. Et ma chère petite Célina, dit cette dernière en prenant sur ses genoux une petite fille de 3 ans, l'idole de sa mère et par conséquent la plus méchante. Elle resta par hasard sans bouger pendant 2 minutes. Charmante enfant, est-elle toujours si douce, si tranquille? C'est un modèle de sagesse. Malheureusement, en l'embrassant, une des épingles de Lucie toucha le cou de la petite, et ce modèle de sagesse fit de tels cris et donna des coups si violents de sa petite main sur celle de Lucie qu'elle fut obligée de la mettre à terre. Mais elle s'y mit aussi à côté d'elle et la couvrait de baisers en jetant la coupable épingle et en demandant 1000 et 1000 pardons à l'enfant et à sa mère, qui avait couru chercher de l'eau et qui bassinait la plaie, qu'à peine on pouvait voir, pendant que Lucie, toujours à genoux, donnait à la petite des morceaux de sucre l'un après l'autre. Mais l'enfant, voyant ce que lui procuraient ces cris, n'avait garde de se taire. Au contraire, elle les redoublait et battait tout le monde avec un de ses petits poings fermés. L'autre était plein de morceaux de sucre.
Ses frères voulurent lui en prendre, ils eurent chacun un bon coup de pied. Enfin, rien ne pouvant l'apaiser, sa mère se rappela que sa chère petite Célina, qui souffrait sûrement beaucoup, aimait passionnément la marmelade d'abricot. Et l'enfant, à ce mot, ayant cessé ses cris une seconde, elle lui en promit et l'emporta pour lui donner de cet excellent remède. Ses frères, qui espéraient en avoir leur part, la suivirent, quoique leur mère leur ordonna de rester. Et pour quelques moments, les jeunes dames furent tranquilles. « Charmante petite créature, dit Miss Anna. Cet accident aurait pu être affreux. »« Je ne crois pas qu'il y ait danger de mort, dit Maria, en souriant ironiquement. Elle en reviendra. »« Je ne me consolerai jamais d'avoir été la cause de cet accident, dit Lucie. Une enfant si aimable et que sa mère aime si passionnément. Quelle femme enchanteresse que Lady Middleton, si belle, si élégante et si sensible. Ne le trouvez-vous pas, mademoiselle ? » Maria garda le silence. Il lui était impossible de dire ce qu'elle ne pensait pas. Elinor, toujours prête à réparer ses impolitesses, loua les grâces et l'air noble de Lady Middleton. « Et Sir George, dit l'aîné, quel homme aimable! Je le crois plein d'esprit, du moins, il en annonce beaucoup. »« C'est le meilleur des hommes, dit Elinor, toujours de bonne humeur. Excellent mari, bon père, bon ami. Et quelle charmante petite famille! Je n'ai jamais vu de plus beaux enfants. On comprend facilement l'excessive tendresse de leur mère pour ces angéliques petites créatures. On pourrait peut-être les trouver un peu gâtés, un peu turbulents, mais j'aime les enfants pleins de vie et de feu. Je ne puis les supporter timides et tranquilles. Aussi, j'adore ceux-ci. »« C'est ce qui m'a paru, dit Elinor, et je trouve heureuse d'avoir ce goût à Barton. » On se tut sur ce sujet. Après une pause, Mademoiselle Stills, l'aînée, demanda brusquement à Elinor. « Aimez-vous le Devonshire ? Je suppose que vous avez bien regretté Sussex ?» Un peu surprise de la familiarité de cette question, Elinor répondit seulement « Oui, mademoiselle. »« Je comprends cela. Norland est une magnifique habitation et passer de là dans une chaumière, c'est assez triste. » Une chaumière telle que celle où notre parent Sir George Middleton a bien voulu nous placer ne donne lieu à aucun regret, dit vivement Maria. Lucie lança à sa sœur un regard terrassant et se hâta de dire que tout ce que Sir George et Milady arrangeaient, on reconnaissait leur goût. Mais Lucie lança à sa sœur un regard terrassant et se hâta de dire que dans tout ce que Sir George et Milady arrangeaient, on reconnaissait leur goût, mais qu'il leur avait dit que Norland était une des plus belles campagnes de l'Angleterre. « Elle est très belle en effet, dit Elinor, mais je crois qu'il y en a de plus belles encore. Et il n'y a que peu ou point de chaumières comme la nôtre. » « Mais aussi, pourquoi lui donner ce nom, dit Miss Anna. Cela présente une idée ? » ?»« Ne voyez-vous pas, ma sœur, dit Lucie, que c'est un nom de fantaisie, un nom romanesque ?» Anna se tut humblement. Puis elle reprit bientôt ainsi. « Aviez-vous des élégants à Sussex ? Je suppose qu'ici ils sont assez rares. Et quant à moi, je trouve que rien n'embellit plus un séjour que d'y voir beaucoup d'élégants. Cela anime la vie. Ne le trouvez-vous pas aussi ?» Encore un regard de Lucie fit baisser les yeux à sa sœur. « Qu'est-ce que vous voulez dire, Anna ? Et sur quoi pensez-vous qu'il n'y ait pas de jeunes gens très bien à tout égard en Devonshire comme à Sussex ? » ?»« Je sais bien, Lucie, qu'il y a de très jolis garçons à Exeter, dit Anna, mais ils ne sont pas reçus ici. Et je craignais que les demoiselles Dashwood ne s'ennuyassent à Barton si elles n'en voient point. C'est pourquoi je leur demandais si elles envoyaient beaucoup à Norland. Je voudrais par exemple qu'elles puissent rencontrer M. Rose d'Exeter, le clerc de M. Simpson. Vous savez bien, Lucie, c'est un beau jeune homme celui-là et tout à fait élégant. Je pense que si votre frère vous ressemble, il devait être charmant avant d'être marié. Et il était si riche. C'était un merveilleux, n'est-ce pas ? Un véritable élégant. J'aurais bien voulu le rencontrer. » « Je ne puis en vérité vous répondre là-dessus, dit Elinor. Je ne comprends pas parfaitement ce que vous entendez par un merveilleux. Tout ce que je puis vous dire, c'est que si mon frère en était un avant son mariage, il l'est encore, car il n'est pas du tout changé. »« Ah mon Dieu, quelle idée ! Un homme marié, élégant. Je ne puis me représenter cela. Les hommes mariés me sont, à moi, très indifférents. »« Mais Anna, lui dit sa sœur, n'avez-vous rien autre chose à dire que de parler des jeunes gens et des élégants ?
Mesdemoiselles Dashwood vont croire que vous n'avez rien autre chose dans l'esprit. » Alors, changeant de propos, elle parla de chiffons, de mode et d'autres objets aussi intéressants. Les deux plus charmantes personnes du monde étaient jugées dans l'esprit d'Elinor et de Maria. La commune familiarité de l'aînée et son mauvais ton la mirent entièrement de côté. La cadette était mieux, certainement. Mais comme Elinor n'était ni aveuglée par sa beauté, ni prévenue par son regard, elle ne trouva rien à côté de cela qui fût en rapport avec elle et qui pût lui plaire. Elles quittèrent donc la maison sans désirer de mieux les connaître. Il n'en était pas ainsi chez Mesdemoiselles Stills. Elles arrivaient d'Exeter, décidées à trouver tout parfait à Barton, et les maîtres, et la maison, et les enfants, et les chevaux, et les chiens, et les meubles, et les belles cousines. Tout était l'objet des éloges les plus outrés. Il était difficile d'exagérer sur Mesdemoiselles Dashwood. Aussi furent-elles déclarées les personnes les plus belles, les plus élégantes, les plus accomplies en tout point qu'il fût possible de voir, et celles dont elles désiraient le plus passionnément faire de intimes amies. Sir George ne le désirait pas moins, et fit tout ce qui dépendait de lui pour former cette liaison. Elinor vit qu'elle ne pouvait s'y refuser tout à fait, et qu'il fallait au moins se soumettre à être assises à côté les unes des autres quelques heures dans la journée. Sir George n'en demandait pas plus. Dans ses idées d'amitié, il suffisait de se voir en société et de causer ou de danser ensemble pour être intimes amies. De son côté, pour accélérer cette intimité, il confia aux demoiselles Stills tout ce qu'il savait ou supposait de la situation des dames de la chaumière. Et dès leur troisième rencontre, mademoiselle Stills, l'aînée, félicita Elinor sur ce que sa sœur avait fait la conquête du beau, de l'élégant Willoughby. « Il est sûr, lui dit-elle, que c'est une chose très agréable que de se marier jeune avec un si bel homme, car on m'assure qu'il est vraiment d'une figure remarquable, que c'est un véritable élégant, et votre sœur est bien heureuse. J'espère que vous trouverez aussi bientôt un bon parti, car il n'est point agréable, je vous assure, de voir passer ces cadettes avant soi. Mais peut-être votre choix est-il déjà fait en secret ?» Elinor se sentit rougir. Elle ne pouvait pas se flatter que Sir George fût plus discret dans ses soupçons et dans ses conjectures sur elle que sur sa sœur. Il la plaisantait même de préférence depuis la visite d'Edward. Ils n'avaient jamais dîné ensemble, sans qu'il bût à la lettre F, depuis le commencement du dîner jusqu'à la fin, en regardant Elinor. Dès que les Miss Stills eurent entendu cette plaisanterie, elles furent très curieuses d'en savoir davantage et tourmentèrent Sir George pour qu'il leur dît en entier le nom de l'heureux mortel au sujet duquel il raillait Elinor. Il se fit peu pressé, et il eut autant de plaisir à le dire que Miss Anna à l'entendre. « Son nom est Ferrars, dit-il à demi-voix, mais je vous en prie, n'en parlez pas, c'est encore un secret. »« Ferrars, répéta Anna, est-il possible ? Le jeune Ferrars, le frère de votre belle-sœur, Miss Elinor, est donc l'heureux mortel dont parle Sir George ? Eh bien, j'en suis charmée pour plusieurs raisons. C'est un très agréable jeune homme, je le connais très bien, c'est un élégant. » Cette dénomination ne convenait nullement à Edward, mais c'était le mot favori d'Anna pour parler d'un jeune homme du bon ton. Elinor, émue de l'entendre nommer comme son amant avoué, fit peu d'attention à ce mot. Elle fut plus surprise d'entendre Lucie dire, assez aigrement à sa sœur, qu'elle contrariait sans cesse. « Comment pouvez-vous dire, Anna, que nous le connaissons très bien ? Nous l'avons vu par hasard une fois ou deux chez mon oncle, et ce n'est pas le connaître. Vous savez fort bien que je ne connais pas du tout M. Ferrars. » Elinor écoutait avec attention. Qui était cet oncle ? Où demeurait-il ? Comment Edward le connaissait-il ? Elle aurait voulu que l'entretien continuât, sans pourtant s'y joindre elle-même, mais on ne dit rien de plus, et pour la première fois, elle trouva Madame Jennings bien peu curieuse ou bien discrète. La manière dont Lucie avait parlé d'Edward l'avait frappée et lui donnait l'idée qu'elle savait ou croyait savoir quelque chose à son désavantage. Sa curiosité ne fut point satisfaite. Le nom de Ferrars ne fut plus prononcé ni par les deux sœurs, ni par Sir George. Chapitre 22. Maria ne pouvait avoir la moindre indulgence pour des personnes aussi communes, aussi peu instruites, et qui n'avaient avec elle aucune espèce de rapport d'esprit et de goût.
Elle les écoutait à peine, ne leur parlait jamais, et par sa froideur soutenue, leur ôta bientôt tout espoir de liaison. Elles se retournèrent entièrement du côté d'Elinor, plus affable et plus honnête, et qu'il était encore plus pour réparer les torts de Maria. Lucie, principalement, parut s'attacher véritablement à elle, chercher toutes les occasions de s'en rapprocher, de l'engager dans des conversations particulières, enfin, de lui témoigner une amitié à laquelle un bon cœur tel que celui d'Elinor n'est jamais insensible. Lucie Stills, d'ailleurs, ne manquait pas d'une sorte d'esprit naturel. Ses remarques étaient souvent justes et amusantes, et pour une demi-heure, elle pouvait être une compagne assez agréable. Mais elle n'avait aucune des ressources que donne une bonne éducation. Elle était ignorante autant qu'on peut l'être. Toute sa littérature se bornait à quelques mauvais romans. Elle ne pouvait parler sur aucun sujet un peu relevé, et malgré tous ses efforts pour paraître à son avantage et se mettre autant que possible au niveau d'Elinor, qui tâchait de son côté de se mettre au sien, il y avait trop de distance entre elles pour que mademoiselle Dashwood pût jamais en faire une amie. Le manque d'éducation et de connaissances n'aurait pas été peut-être un obstacle insurmontable. Un bon cœur, un caractère aimable, lui aurait bien vite fait pardonner son ignorance. Mais Elinor eut bientôt remarqué chez Lucie un manque de délicatesse, de sincérité et de cette rectitude de principe qui sont la première base d'une intime liaison. Il lui fut impossible alors de trouver quelque plaisir dans la société d'une personne qui joignait la fausseté à l'ignorance, dont le manque d'instruction rendait l'entretien insipide, et qui par ses basses adulations pour les habitants du parc, dont elle se moquait ensuite avec Elinor, ôtait à celle-ci toute espèce de confiance dans l'amitié qu'elle lui témoignait. Elle aurait voulu, en conséquence, l'éloigner un peu plus, mais Lucie mettait tant de zèle et d'activité à se rapprocher d'elle que cela n'était pas facile. Un jour, Lucie l'avait accompagnée du parc à la chaumière. Elles étaient seules, et après quelques moments d'hésitation, Lucie dit à Elinor : « Vous allez trouver ma question bizarre. Dites-moi, je vous en prie, si vous connaissez particulièrement la mère de votre belle-sœur, Madame Ferrars. » Elinor trouva en effet la question extraordinaire, et sa contenance l'exprima, en répondant qu'elle n'avait jamais vu Madame Ferrars. « En vérité, dit Lucie, c'est étonnant. Je pensais que vous l'aviez vue au moins quelques fois à Norland, et que vous pourriez me donner quelques détails sur sa manière, sur sa tournure, sur son caractère. » « Non, répondit Elinor, en s'efforçant de cacher son opinion réelle sur la mère d'Edward, et n'ayant aucune envie de satisfaire ce qui lui paraissait une impertinente curiosité. « Non, je ne sais rien d'elle. »« Je vois, lui dit Lucie, en la regardant attentivement, que vous me trouvez très étrange de vous questionner ainsi sur cette dame. Mais peut-être ai-je mes raisons ? Je voudrais pouvoir vous les dire, cependant. J'espère que vous me rendrez la justice de croire que ce n'est point une sotte curiosité. » Elinor répondit quelques mots polis. Elles se promenèrent quelques minutes en gardant le silence. Il fut rompu par Lucie qui renouvela l'entretien en disant avec hésitation : « Je ne puis supporter que vous me soupçonniez d'être une curieuse impertinente. Tout au monde, plutôt que d'être mal jugée par une personne dont j'ai une si haute opinion. Et comme je suis sûre de n'avoir rien à risquer en me confiant entièrement à vous, je m'y décide. Je serais charmée aussi d'avoir votre avis sur la manière dont je dois me conduire dans une situation très délicate, très critique. Je suis très fâchée que vous ne connaissiez pas Madame Ferrars. »« J'en suis fâchée aussi, dit Elinor, toujours plus étonnée. Si mon opinion sur elle pouvait vous être de quelque utilité, mais je ne puis le comprendre. Je n'ai jamais entendu dire que vous eussiez la moindre relation avec cette famille, et je suis, je l'avoue, un peu surprise de votre excessive curiosité sur le caractère de cette dame. »« Votre surprise est très naturelle, reprit Lucie, et je ne dois pas m'en étonner. Mais elle cesserait bientôt si j'osais tout vous dire. Madame Ferrars ne met certainement rien à présent, mais le temps peut venir, et cela dépend d'elle, où nos relations seront très intimes. » Elle baissa les yeux avec l'air d'une aimable confusion, mais les releva bientôt sur Elinor pour observer l'effet de sa demi-confidence. « Bon Dieu !» s'écria Elinor.
Que voulez-vous dire? Êtes-vous engagée avec monsieur Robert Ferrars? Elle ne pouvait imaginer autre chose, mais elle n'était pas du tout flattée de l'idée d'avoir Lucy Stills pour belle-sœur. Non, répliqua Lucie. Non, pas Robert Ferrars, que je n'ai jamais vu, mais à son frère aîné. Et en disant cela, son regard perçant était attaché sur Elinor, comme pour lire au fond de son âme. Qu'est-ce qu'Elinor sentit dans ce moment? Une surprise qui aurait été aussi pénible que violente si une incrédulité presque complète ne l'avait pas suivie. Elle regarda Lucie dans un silencieux étonnement, incapable de deviner le motif d'une telle confidence, et quoiqu'elle eût pâli et qu'elle se sentit très émue, elle n'eut aucune crainte de s'évanouir ou d'avoir une attaque de nerfs, et persista dans sa défiance de la véracité de Lucie. « Je vois et je comprends votre surprise, » lui dit cette dernière, « car vous ne pouviez en avoir aucune idée. Jamais il ne m'est échappé un seul mot, ni avec vous, ni avec personne, qui ait pu trahir notre secret. Il a été si fidèlement gardé par moi que pas un seul de mes parents ni de mes amis, excepté Anna, ne peut s'en douter. Et jamais je ne vous l'aurais confié, si je n'avais pas eu la certitude de votre discrétion. Et si je n'avais pas été entraînée par la crainte que mes questions sur Madame Ferrars ne vous parussent aussi trop ridicules. Quant à Monsieur Ferrars, je ne crains nullement qu'il soit fâché de ma confiance envers une personne qu'il estime autant. Je connais la haute opinion qu'il a de toute votre famille, et je sais qu'il vous regarde, vous et Maria, comme des sœurs. » Elle s'arrêta. Elinor aussi garda quelque temps le silence. Son étonnement était trop grand pour pouvoir lui répondre. Mais enfin, elle s'efforça de parler, et de parler tranquillement, et dit avec assez de calme: « Puis-je vous demander si votre engagement existe depuis longtemps? »« Oh oui, bien longtemps, il y a 4 ans. » 4 ans? Oui, j'étais bien jeune alors, et c'est mon excuse. Je ne me suis pas doutée, dit Elinor, que vous le connussiez jusqu'à l'autre jour, que votre sœur en parla. Oui, la pauvre Anna. Je tremble toujours dès qu'elle ouvre la bouche. Notre connaissance est cependant de vieille date. Elle a commencé lorsqu'il était près de Plymouth, sous les soins de mon oncle. De votre oncle? Oui, Monsieur Pratt, son tuteur, chez qui sa mère l'avait placé. Est-ce qu'il ne vous a jamais parlé de Monsieur Pratt? Oui, je me le rappelle, répondit Elinor avec une force d'esprit qui s'augmentait, ainsi que son émotion. Il a vécu près de 5 ans chez mon oncle, à Longstaple, près de Plymouth, depuis 15 ans jusqu'à 20. C'est là où notre connaissance a commencé. Ma sœur et moi, nous étions souvent chez notre oncle. Notre engagement s'est formé une année après qu'il fut hors de tutelle, et il avait alors 21 ans. Il en a 25 à présent, et nous ne sommes pas plus avancés, parce que quoi qu'il soit majeur et que son engagement soit valable, il dépend entièrement de sa mère pour la fortune. Sans doute, j'eus tort de consentir à ce qu'il s'engageât sans l'aveu et l'approbation de sa mère, mais j'étais trop jeune, et j'ai l'aimé trop, pour être aussi prudente que je l'aurais dû. Quoique vous ne le connaissiez pas aussi bien que moi, Miss Elinor, vous l'avez vu assez souvent pour convenir qu'il a tout ce qu'il faut pour attacher sincèrement une femme qui préfère les qualités de l'âme et de l'esprit aux avantages frivoles. Certainement, dit Elinor, sans réflexion et entraînée par la vérité de cette assertion. Mais cette vérité même renouvela ses doutes sur la sincérité de Lucie et sa confiance en l'honneur et l'amour d'Edward. Engagée avec M. Ferrars, reprit-elle, je vous avoue que je suis tellement surprise de ce que vous me dites que... Oh, je vous demande 1000 pardons, mais il y a sûrement quelque erreur de nom. Nous ne parlons sûrement pas du même M. Ferrars. Nous ne pouvons parler d'un autre, dit Lucie en souriant. Monsieur Edward Ferrars, le fils aîné de Madame Ferrars de Park Street, le frère de votre belle-sœur, Madame Fanny Dashwood. Voilà ce que j'entends, et que vous m'accorderez, je pense, que je ne puis pas me tromper sur le nom de celui de qui mon cœur dépend. Il est étrange, dit Elinor, que je ne l'ai jamais entendu parler ni de vous, ni de votre sœur. Mais non, pas du tout. Si vous considérez notre position, rien n'est moins étrange. Notre premier soin à tous deux était de cacher entièrement notre secret. Vous ne connaissiez ni moi ni ma famille,
Il n'avait donc aucune occasion de me nommer devant vous. Il avait surtout un extrême effroi que sa sœur n'eût quelques soupçons. Il valait mieux laisser ignorer et mon nom et mon existence jusqu'à ce qu'elle fût tout à fait liée à la sienne. La sécurité d'Elinor commença à diminuer, mais non pas son empire sur elle-même. « Vous êtes donc engagée avec lui depuis 4 ans, dit Elinor d'une voix assez ferme. « Oui, et le ciel sait combien nous attendrons encore. Ce pauvre Edward, il est près de perdre patience. » Sortant alors de sa poche une petite boîte à portrait, elle ajouta « Pour prévenir tout soupçon d'erreur, et vous prouver que c'est bien votre ami Edward que j'aime et dont je suis aimée, ayez la bonté de regarder cette miniature. Sans doute elle lui fait tort, mais il est cependant très reconnaissable. Il me l'a donné il y a environ 3 ans. » Elle la mit en parlant entre les mains d'Elinor, qui ne put alors conserver de doute sur la véracité de Lucie. C'était bien Edward. C'étaient ses traits si bien gravés dans son cœur et dans son souvenir. Elle le rendit en étouffant un profond soupir et en convenant de la ressemblance. « Je n'ai jamais pu, continua Lucie, lui donner le mien en retour, ce qui me chagrine beaucoup, car il le désire passionnément. Mais je suis décidée à présent à saisir la première occasion de me faire peindre pour lui. Vous qui peignez si bien, chère Elinor, si sous le prétexte de le faire pour vous-même, vous étiez assez bonne. » « Je ne me suis jamais appliquée à la ressemblance, dit Elinor, mais vous trouverez sûrement d'autres moyens, et vous en avez tout à fait le droit. » Elles marchèrent quelque temps en silence. Lucie parla la première. « Je ne doute pas, lui dit-elle, de votre fidélité à garder un secret dont vous devez sentir toute l'importance. Nous serions perdus si sa mère venait à l'apprendre. Elle ne consentira jamais volontairement à cette union. Je n'ai ni rang, ni fortune, et je la crois très haute et fort avare. »« Je n'ai certainement pas cherché votre confiance, répondit Elinor, et vous me rendez justice en croyant que je ne la trahirai pas. Votre secret est en sûreté avec moi. Mais, pardon, si je vous exprime ma surprise d'une confidence inutile. Vous auriez dû sentir que de me le dire n'ajoutait rien à cette sûreté. Et vous ne connaissez pas depuis assez longtemps la belle-sœur de Madame John Dashwood pour être parfaitement sûre qu'elle ne soit pas indiscrète. À présent, je puis vous rassurer, mais je ne le pouvais pas avant de le savoir. » En disant cela, elle regardait fixement Lucie, espérant de découvrir quelque chose dans son regard, peut-être la fausseté d'une grande partie de ce qu'elle avait dit. Mais sa physionomie ne changea pas du tout. Elle serra doucement la main d'Elinor. « Je crains, lui dit-elle, que vous ne trouviez que j'ai pris avec vous une trop grande liberté en vous confiant ma situation. Je ne vous connais pas depuis longtemps, il est vrai, pas du moins personnellement, car je connaissais parfaitement et vous et toute votre famille depuis bien des années par tout ce que m'en avait dit Edward. Aussi, dès le premier instant où je vous ai vu, il m'a semblé que je voyais une ancienne connaissance, et puis, pensez comme je suis malheureuse. Je n'ai pas une amie à qui je puisse demander des conseils. Anna est la seule personne qui sache ma position et vous avez pu vous apercevoir qu'elle n'a aucun jugement. Elle m'est plutôt à charge qu'utile et me met continuellement en crainte sur notre secret. J'eus une affreuse émotion l'autre jour quand Sir George nomma Edward. Je crus qu'elle allait tout dire. En vérité, je m'étonne que je vive encore après tout ce que j'ai souffert pour lui pendant ces 4 années. Toujours en suspens, en crainte, en incertitude, le voyant si rarement. Nous nous rencontrons à peine 2 fois l'année. Je ne comprends pas que mon cœur ne soit pas brisé. » Ici, elle mit son mouchoir sur ses yeux. Mais Elinor, à l'ordinaire si bonne, si compatissante, ne se sentit pas la moindre pitié. « Quelquefois, continua Lucie, je pense qu'il vaudrait mieux pour tous deux rompre entièrement, mais je n'en ai pas le courage. Je ne puis supporter la pensée de le rendre si malheureux, et je sais que cette idée seule aurait cet effet. D'ailleurs, il m'est si cher à moi-même. Je ne crois pas que cela me soit possible. Quelle est là-dessus votre pensée, Madame Dashwood? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? » Et toujours, ce regard perçant était attaché sur elle. « Pardonnez-moi de grâce,
répondit Elinor. Il m'est impossible de vous donner des conseils dans de telles circonstances. Votre propre jugement doit vous diriger. Il est sûr, dit Lucie après quelques minutes, que sa mère ne l'abandonnera jamais entièrement. Elle est si riche que même en diminuant sa fortune de moitié, il lui resterait encore de quoi vivre. Et pourvu que je vive avec lui, le plus ou le moins m'est bien égal. Mais le pauvre Édouard se désole de ce que rien ne se décide. Ne l'avez-vous pas trouvé bien triste quand il est venu ici ? Il était si abattu, si malheureux quand il me quitta à Longstaple, que je tremblais que vous ne le crussiez très malade. Venait-il de chez votre oncle quand il nous a fait visite ? Oh oui, sans doute. Il a passé 15 jours avec nous. Avez-vous cru qu'il venait de la ville ? Non, répliqua Elinor, toujours plus frappée des preuves de la véracité de Lucie. Je me souviens qu'il nous a dit qu'il avait passé 15 jours avec des amis près de Plymouth. Elle se rappela aussi sa propre surprise dans le temps, de ce qu'il ne parlait plus de ses amis et semblait même éviter de prononcer leur nom. « Avez-vous remarqué son abattement ?» dit Lucie. « Oui, en vérité, principalement à son arrivée. Je l'avais supplié cependant de surmonter sa douleur, de peur de vous donner des soupçons. Mais il était si triste de ne pouvoir passer plus de 15 jours avec nous, et il me voyait si affecté. Pauvre Edward, je crains qu'il ne soit encore dans le même état. Ses lettres sont tout à fait mélancoliques. J'en ai reçu une de lui la veille de mon départ d'Exeter. » Elle la tira d'un portefeuille et négligemment laissa voir l'adresse à Elinor. « Vous connaissez sûrement sa main, lui dit-elle. Son écriture est charmante. Mais elle n'est pas aussi soignée qu'à l'ordinaire. Il était fatigué, car le papier est complètement rempli. » Elinor vit que c'était bien de la main d'Edward et ne put plus conserver de doute. Le portrait pouvait avoir été obtenu par quelque hasard, mais une correspondance suivie était une preuve positive de leur attachement. Aucune autre raison ne pouvait l'autoriser. Pendant quelques moments, elle fut sur le point de se trahir. Son cœur battait avec violence, elle pouvait à peine marcher. Mais elle combattit avec tant de force contre son sentiment que le succès fut prompt et complet, et que même le regard perçant de sa compagne ne put pénétrer dans son intérieur. « Nous écrire continuellement l'un à l'autre, dit Lucie en renfermant sa lettre, est le seul moyen de nous consoler dans nos longues séparations. Moi, cependant, j'en ai un autre dans son portrait, mais le pauvre Édouard en est privé. Il dit que s'il avait le mien, il serait moins malheureux. Je lui ai du moins donné dernièrement une boucle de mes cheveux renfermée dans le cristal d'une bague. C'est un dédommagement, mais non pas tel qu'un portrait. N'avez-vous fait aucune attention à cet anneau ? Le portait-il à Barton ? » « Oui. Oui, dit Elinor d'une voix ferme, avec laquelle elle cherchait à cacher une émotion et une souffrance telle qu'elle n'en avait point encore éprouvé. Elle était à la fois désolée, blessée, mortifiée, confondue. Elle éprouvait tout ce qu'il y a de plus cruel et de plus déchirant. Heureusement, elles arrivèrent à la chaumière, et la conversation finit. Après s'être reposée quelques minutes, mademoiselle Stills retourna au parc, et la malheureuse Elinor fut en liberté de se livrer à ses tristes réflexions. Chapitre 23. Quelque peu de confiance qu'eut en général Elinor dans la véracité de Lucie, il lui était impossible de la suspecter dans cette occasion, ni de comprendre quel motif aurait pu l'engager d'inventer cette histoire. Il y avait non seulement des probabilités, mais des preuves. Et rien ne contredisait Lucie, excepté son propre désir. Leur liaison, presque au sortir de l'enfance dans la maison de M. Pratt, et la visite d'Edward près de Plymouth, et sa mélancolie, et l'inégalité de sa conduite avec Elinor, et la grande connaissance que Mlle Stills avait de Norland, et de toutes les relations de la famille Dashwood, ce qui l'avait souvent surprise, et le portrait, et la lettre, et l'anneau, tout cela lui fournissait des preuves si convaincantes que sa raison ne pouvait se refuser à le croire. Au premier moment, lorsqu'elle fut forcée d'admettre la parfaite vérité de tout ce que Lucie venait de lui dire, son ressentiment contre Edward, son indignation d'avoir été trompée,
l'emportèrent même sur sa douleur. Mais bientôt, d'autres idées, d'autres considérations s'élevèrent. Edward avait-il eu l'intention de la tromper? Avait-il feint avec elle un sentiment qu'il n'avait pas? Son cœur était-il de moitié dans ses engagements avec Lucie? Non. Et s'ils ont été une fois dictés par un amour de jeunesse, elle ne peut croire que cet amour existe encore à présent. Elle a trop bien vu que c'était elle qui l'aimait, pour n'en être pas convaincue. Un homme peut tromper avec de fausses paroles. Edward n'a pas prononcé le mot d'amour à Elinor, mais tout chez lui l'a prouvé, et son trouble, et ses regards, et le son tremblant de sa voix, et ses attentions si soutenues. Non, ce n'est point une erreur. Ni son cœur, ni son amour-propre ne l'ont égaré. Sa mère, ses sœurs, Fanny, tout ce qui l'entourait à Norland s'en est aperçu. Certainement, elle est aimée, et cette persuasion console son cœur, calme ses peines et la dispose à pardonner. Il était blâmable, cependant, hautement blâmable, d'être resté à Norland lorsqu'il sentit qu'il l'aimait plus qu'il ne devait l'aimer. À cet égard, elle ne pouvait le justifier. Mais s'il lui avait fait du mal par cette imprudence, combien ne s'en était-il pas fait davantage à lui-même? La situation d'Elinor était triste sans doute, mais celle d'Edward était sans espoir. Elle était bien malheureuse dans ce moment, mais la raison guérirait peut-être la plaie de son cœur, tandis qu'Edward, en détachant le sien de la femme à qui il était engagé, s'était privé lui-même de tout espoir de bonheur. Elle retrouverait sa tranquillité, mais lui serait pour la vie livré à l'infortune. Pouvait-il espérer d'être heureux avec une femme telle que Lucy Stills, à présent que le bandeau de l'amour était levé? Même en mettant son inclination pour Elinor hors de la question, pouvait-il, avec sa loyauté, sa délicatesse, son esprit cultivé, être heureux avec une compagne ignorante, artificieuse, sans éducation, vaine, flatteuse, intéressée? À 18 et 19 ans, il est si facile à un homme d'être entraîné par la beauté, par les prévenances d'une jeune fille qui peut-être cherchait à l'attirer, et d'être aveuglé sur ses défauts. Mais les 4 années suivantes, pendant lesquelles il avait acquis chaque jour plus de connaissances, plus d'expérience, une raison plus éclairée, devaient avoir ouvert ses yeux sur les vices de caractère de cette jeune personne, augmentés sans doute par la pauvre société où elle avait vécu, par un goût vif de plaisir et de frivolité, qui peut-être lui avait ôté cette simplicité de la première jeunesse, qui donne un caractère si intéressant à une jolie figure. Si, comme Elinor devait le croire, d'après les insinuations de sa belle-sœur, il y avait des difficultés du côté de la mère d'Edward pour l'épouser, combien en trouverait-il davantage lorsqu'il serait question d'une personne qui lui est aussi inférieure en naissance, en bonne éducation, et probablement même en fortune? Ces difficultés, il est vrai, ne devaient pas l'effrayer beaucoup, mais quel triste sort que d'attendre peut-être sa liberté, du mécontentement de sa mère et de son opposition à ses volontés. Ses pensées, ses réflexions, qui se succédaient les unes aux autres, augmentèrent beaucoup sa tristesse. Elle pleura sur lui, plus que sur elle-même. Soutenue par la conviction de n'avoir rien fait pour mériter son malheur, et consolée par la croyance qu'Edward était encore digne de son estime, elle espéra qu'elle pourrait actuellement supporter ce cruel chagrin avec courage et prendre assez de force sur elle-même pour le cacher à sa mère et à sa sœur. Elle en était si capable que, 2 heures après avoir perdu pour jamais tout espoir d'être unie à celui qu'elle aimait si tendrement, elle parut à dîner avec un tel calme qu'on n'aurait jamais soupçonné, en la voyant à côté de la mélancolique Maria, que c'était elle qui était séparée pour toujours de l'objet de son amour, et que Maria, convaincue de posséder en entier les affections de celui qu'elle aimait, espérait le voir arriver d'un moment à l'autre. La nécessité de cacher à sa famille l'important secret que Lucie lui avait confié fut un motif de plus pour elle de s'exercer à cacher en même temps le sien. Ce fut aussi une consolation de leur épargner ce qui leur aurait sans doute donné beaucoup d'affliction, et à elle-même celle d'entendre blâmer Edward. Elle ne l'aimait pas comme elle. Il n'aurait pas trouvé autant d'indulgence. Et prendre son parti, le défendre, avait bien aussi son danger.
Elle voulait chercher peu à peu à s'en détacher, au lieu de nourrir son sentiment. Elle savait qu'elle ne trouverait auprès d'elle ni conseil, ni aide pour une peine de cette nature. Leur chagrin, leur colère ajouteraient à son malheur, et son courage ne pourrait que s'affaiblir. Elle était plus forte seule. Sa propre raison la servait mieux, et sa fermeté se soutint si bien qu'on n'aperçut pas chez elle le moindre changement, et qu'elle fut invariablement aussi gaie, aussi sereine en apparence, quoique ses regrets et sa douleur intérieure fussent chaque jour plus poignants. Mais plus elle avait souffert de sa première conversation avec Lucie, plus elle désirait connaître mieux en détail les particularités de leurs engagements, découvrir ce que Lucie sentait réellement au fond de son cœur, si son amour pour Édouard était vraiment tendre et sincère, et s'il y avait pour lui quelque chance de bonheur dans cette union. Alors, elle aurait moins souffert. Elle voulait aussi prouver à Lucie, par sa promptitude à parler d'Édouard de la première avec calme, qu'elle ne le regardait que comme un ami. Elle craignait que son agitation involontaire dans leur entretien du matin n'eût découvert en entier à Lucie ce qui jusqu'alors avait été du moins incertain. Il lui paraissait tout à fait probable que Lucie fût jalouse d'elle. Sans doute Édouard lui avait parlé d'Elinor avec éloge, avec intérêt. Lucie elle-même en était convenue. Les railleries de Sir George sur les lettres initiales de son nom devaient avoir aussi éveillé les soupçons. Et d'ailleurs, Elinor était elle-même trop sûre d'être aimée d'Edward pour ne pas l'être de la jalousie de Lucie, dont la confiance était une preuve. Quel autre motif donner pour excuser la révélation d'un secret important, et jusqu'alors si bien gardé, que celui de lui apprendre que Lucie avait des droits plus anciens et plus sacrés, et de l'engager à éviter à l'avenir la société d'Edward. Il était facile à Elinor de comprendre les intentions de sa rivale. Mais décidée comme elle l'était à se conduire d'après les principes que l'honneur et la délicatesse lui dictaient, elle résolut de combattre son affection pour Édouard, de le voir aussi peu qu'il lui serait possible. Elle ne pouvait se refuser la consolation de tâcher de convaincre Lucie que ce sacrifice lui coûtait peu, et qu'elle ne regardait M. Ferrars que comme un ami de la famille. Elle ne pouvait plus rien entendre qui lui fît plus de peine que ce qu'elle avait déjà entendu. Elle n'aurait plus l'émotion de la surprise, et elle se croyait sûre d'apprendre sans trop d'agitation ce qu'elle ignorait encore. Mais il lui fut impossible de satisfaire immédiatement sa curiosité, quoique Lucie fût aussi bien disposée à parler encore qu'elle-même l'était à l'entendre. Une suite de mauvais temps empêcha de se promener, et quoiqu'elles se vissent tous les jours, soit au parc, soit à la chaumière, c'était au salon, en présence de tout le monde. Elle n'avait aucun prétexte pour se retirer à l'écart. Sir George ne l'aurait pas permis. À peine tolérait-il quelques moments de conversation générale. On se réunissait pour manger, rire ensemble, pour jouer aux cartes, danser, chanter, faire du bruit et des folies. On s'était déjà rencontrés plusieurs fois de cette manière, sans qu'Elinor eût la moindre occasion d'engager avec Lucie un entretien particulier. Quand Sir George vint un matin à la chaumière et demanda aux dames d'Ashwood, comme une charité, de venir dîner avec Lady Middleton. Il était obligé pour une affaire d'aller à Exeter, et lorsqu'il n'était pas là, tout languissait au parc, et ces dames couraient le risque de mourir d'ennui. Elinor, espérant trouver plus de moyens d'arriver à son but de causer avec Lucie, dans l'absence de Sir George, accepta d'abord l'invitation. Madame d'Ashwood aimait toujours mieux rester chez elle avec ses livres et sa petite Emma. Et Maria, qui aurait préféré rester aussi dans sa romanesque solitude, ne put refuser d'accompagner sa sœur aînée. Elles allèrent donc au parc, et Lady Middleton fut heureusement préservée de l'effrayante solitude qui la menaçait. L'insipidité de cette journée fut telle que Mesdemoiselles d'Ashwood l'avait prévue. Comme il n'y avait rien pour l'amour et le mariage, Madame Jennings fut plus silencieuse qu'à l'ordinaire, et Mesdemoiselles Stills encore plus prodigue de flatterie. Les enfants vinrent au dessert faire leur tapage accoutumé, et pendant qu'ils furent là, Lucie s'en occupa toute seule. Ils restèrent jusqu'après le thé, qui fut remplacé par la table de jeu. Elinor commençait à désespérer d'être un instant seule avec Lucie. On proposa un jeu général, et toutes les dames se levèrent pour se placer autour de la table.
Je suis charmée, dit Lady Middleton à Lucie, que vous ne finissiez pas le panier de ma pauvre petite Célina cette soirée. Vous seriez fatiguée en travaillant à ce petit filigrane à la lumière. La chère petite pleurera peut-être un peu demain matin, lorsqu'elle ne le trouvera pas fini, mais nous lui donnerons quelque autre chose et j'espère qu'elle se consolera. Ce mot était assez pour faire sentir à l'humble cousine ce que la faible mère attendait d'elle. Aussi, répondit-elle à l'instant. Vous vous trompez, milady. Pour rien dans le monde, je ne manquerai de parole à ma chère petite amie. J'attendais avec impatience que tout le monde fût au jeu pour me mettre à l'ouvrage. Je ne voudrais pas chagriner mon doux petit ange par tous les plaisirs possibles. Il n'y en a pas de plus vif pour moi que de travailler pour elle, et j'ai résolu de finir ce soir son panier. Sonnez, je vous prie, pour qu'on vous donne des lumières. Ménagez vos yeux, je vous en conjure. Combien ma petite fille sera contente. Je lui dis que je ne croyais pas qu'il fût fini, et elle m'a répondu en secouant sa petite tête que je ne savais pas ce que je disais, et que sa chère Lucie lui ferait sûrement son panier. Lucie courut auprès de la table d'ouvrage avec vivacité et gaieté, comme si le plus grand bonheur de sa vie eût été de faire un panier de filigrane pour une enfant gâtée. Lady Middleton proposa alors de faire un whisk. Personne ne fit d'objection que Maria, qui, avec son impolitesse ordinaire, demanda qu'on voulût bien l'excuser. « Milady, dit-elle, sait que je déteste le jeu. Je préfère, si vous le permettez, toucher du piano. » Et sans attendre la réponse, sans aucune cérémonie, elle alla s'asseoir devant l'instrument. Lady Middleton leva les yeux au ciel comme pour le remercier de ce qu'elle était plus polie et mieux élevée que Maria. Elinor avait espéré de pouvoir se dispenser de jouer pour causer avec Lucie. Le refus de sa sœur la contrariait donc plus que personne, et cependant, elle chercha à l'excuser auprès de Lady Middleton. « Ma sœur, lui dit-elle, ne sait pas résister quand elle vient au parc au plaisir de jouer sur votre piano. C'est le meilleur, dit-elle, qu'elle ait jamais rencontré. » Et Lady Middleton, enchantée d'avoir le meilleur des pianos, fut tout à fait remise. On n'était plus que 4 pour la partie. Elinor allait se soumettre à son sort, lorsque Lucie s'écria tout à coup. « Ah, comme je suis fâchée que mademoiselle Emma ne soit pas ici. Elle m'aurait aidé à rouler le papier. Je crains fort que malgré mon désir, je ne puisse achever ce soir mon panier. »« Si je n'étais pas obligée de jouer, dit Elinor, je m'offrirais bien volontiers pour cet ouvrage, d'autant plus que j'aurais désiré apprendre de vous à faire ces jolis paniers. »« Eh bien, ma chère, nous vous laisserons libre, dit Lady Middleton, qui tremblait que sa petite Célina n'eût pas tout ce dont elle avait envie. N'est-ce pas, mesdames? Nous jouerons fort bien nous trois, en laissant un jeu découvert. Puisque vous voulez bien aider à Lucie, ma chère Elinor, Célina en sera fort reconnaissante. Je n'aime pas la faire pleurer. Cela dérange sa jolie physionomie. Ne le trouvez-vous pas? Les choses s'arrangèrent ainsi. La partie à 3 commença gaiement. Maria touchait son piano comme si elle lui était seule dans le salon. La table d'ouvrage était assez éloignée pour qu'Elinor pût espérer de ne pas être entendue. Les deux belles rivales s'assirent donc à côté l'une de l'autre, dans la plus touchante harmonie, pour travailler ensemble au panier de Célina. Chapitre 24. Elinor rassembla toutes ses forces et commença ainsi. « Je ne mériterais pas la confiance dont vous m'avez honorée, mademoiselle, si je n'avais aucun désir de la conserver, et si je ne m'intéressais à vous. Je ne vous fais donc nulle excuse de reprendre l'entretien de l'autre jour. »« Je vous remercie, dit vivement Lucie, de m'en parler la première. Vous me mettez tout à fait à mon aise. Je craignais de vous avoir offensé, et je n'osais plus entamer un sujet qui ne peut avoir beaucoup d'intérêt pour vous. »« M'offenser » dit Elinor. « Comment pouvez-vous le supposer? Jamais ce ne fut mon intention de vous donner cette idée. Quel motif auriez-vous pu avoir pour cette confiance qui ne fut pas peu honorable et peu flatteuse pour moi? Et cependant, je vous assure, reprit Lucie, ses petits yeux plus perçants que jamais fixés sur Elinor. Je vous assure qu'il m'a semblé que vous l'aviez reçu avec une froideur, un déplaisir qui me fit un vrai chagrin. Vous aviez l'air fâché contre moi, et je m'étais vivement reproché de vous avoir ennuyé de mes affaires.
Mais je suis enchantée de trouver que cette crainte était imaginaire et que je n'ai pas encouru votre blâme. Si vous saviez quelle consolation j'éprouve à vous ouvrir mon cœur, à pouvoir vous parler de ce qui m'occupe sans cesse. Je connais assez votre bonté pour être sûre de votre indulgence. Je comprends très bien, dit Elinor, le plaisir qu'on trouve à parler de ce qu'on aime. Et soyez assurés que vous n'aurez jamais sujet de vous en repentir. Votre situation est malheureuse. Vous semblez entouré de difficultés et vous avez besoin de votre mutuelle affection pour la supporter. Monsieur Ferrars, c'est ce que je crois, dépend entièrement de sa mère. Il a seulement 2000 pièces à lui. Ce serait une folie de se marier avec cela. Quoique, de mon côté, je renoncerais à la fortune de sa mère sans un soupir. Je suis accoutumée à vivre sur un mince revenu, et je supporterai même la pauvreté avec lui. Mais je l'aime trop pour vouloir le priver de tout ce que sa mère fera pour lui, si elle le marie à son gré. Il nous faut donc attendre, et peut-être plusieurs années encore. Avec tout autre homme qu'avec Édouard, ce délai sera inquiétant, mais je me repose entièrement sur son amour et sur sa constance. Cette conviction est tout pour vous, et sans doute M. Ferrars attend la même chose de vous. Si la constance de l'un des deux s'était démentie, comme il n'est que trop souvent arrivé, l'autre aurait été bien à plaindre. Lucie la regarda encore de manière à la déconcerter. Si Elinor n'avait pas rassemblé d'avance toutes ses forces pour que sa contenance ne pût donner aucun soupçon. L'amour d'Edward, dit Lucie, a été mis à de grandes épreuves pour de bien longues absences depuis notre engagement. Et il les a si bien soutenus que je serais impardonnable d'en douter un instant. Je puis affirmer qu'il ne m'a jamais donné une minute d'alarme ou d'inquiétude. Elinor sourit et soupira à cette assertion. Lucie n'eut pas l'air de s'en apercevoir et continua. « Je suis jalouse par caractère, dit-elle, et nos différentes situations, lui vivant dans le grand monde et moi si retirée, et nos continuelles séparations, auraient pu facilement réveiller ma jalousie. La plus légère altération dans sa conduite avec moi, une tristesse dont je n'aurais pu deviner la cause, ou s'il avait parlé d'une femme avec plus d'intérêt que de toutes les autres, ou si je l'avais vu moins heureux que de coutume à Longstaple, tout cela m'aurait d'abord mise sur le chemin de la vérité, et je suis sûre qu'il lui serait impossible de me tromper. » Elinor garda encore quelques instants le silence. Elle se rappelait confusément toutes les preuves d'une affection tendre et sincère qu'elle avait remarquées chez Édouard. Enfin, elle se surmonta autant qu'il lui fut possible. « Quels sont donc vos projets ?» lui dit-elle. « N'en avez-vous point d'autre que celui d'attendre la mort de Madame Ferrars ? Ce serait une extrémité bien triste et bien cruelle. Ou bien son fils est-il décidé à se soumettre à l'ennui de plusieurs années d'attente et à vous envelopper dans le malheur et dans les désagréments qui en seront la suite inévitable, plutôt que de courir le risque de déplaire à sa mère en lui avouant la vérité ? Peut-être aussi que son courroux céderait au temps, à l'amour maternel, au bon procédé, à la tendresse de sa belle-fille. Oh, si nous pouvions en être sûrs. Mais non, Madame Ferrars est orgueilleuse, intéressée, opiniâtre, et dans le premier moment de sa colère, donnerait tout à son fils Robert qui est son favori. Et cette seule idée m'effraie pour Édouard, au point de ne pouvoir me déterminer à prendre un parti décisif. Mais je trouve que dans cette occasion, Lucie, vous vous oubliez trop vous-même. Votre désintéressement passe les bornes de la raison. Lucie chercha encore à lire, avec son regard pénétrant, jusqu'au fond de l'âme d'Elinor, et il y eut un grand moment de silence. « Connaissez-vous monsieur Robert Ferrars ?» demanda Elinor. « Non, du tout. Je ne l'ai jamais vu, mais je le crois bien différent de son frère, avec une plus belle figure, qu'il ne songe qu'à parer. C'est un petit maître, un élégant, dans toute la force du terme. » Ici, Maria finit une des parties de son concerto, et Anna Stills entendit cette dernière phrase. « Un petit maître, un élégant, dit-elle. Tout en faisant leur panier, ces dames se font leurs confidences. Elles parlent de leurs amoureux. »
Je ne puis répondre pour Elinor, dit Madame Jennings en éclatant de rire, et vous dire que vous vous trompez. Son amoureux, loin d'être un petit maître, est le jeune homme le plus simple, le plus modeste, le plus réservé que j'ai vu de ma vie. Pour Lucie, je ne connais pas le sien. Mais à en juger par ses yeux, je crois qu'il lui en faut un plus gentil, plus empressé, plus éveillé, n'est-ce pas? Eh bien, madame, vous vous trompez aussi, reprit Anna. Je puis assurer que l'amoureux de Lucie ressemble en tout point à celui de Miss Elinor. Elinor se sentit rougir en dépit d'elle-même. Lucie mordit ses lèvres et regarda sa sœur à la faire rentrer en terre. Le jeu recommença, le piano aussi, et les deux rivales, après un peu de silence, recommencèrent leur entretien. Ce fut Lucie qui, rapprochant sa chaise de celle d'Elinor, lui dit à demi-voix « Je vais donc, chère Miss Dashwood, puisque vous êtes assez bonne pour y prendre quelque intérêt, vous dire le plan que j'ai formé depuis quelque temps. J'espère qu'Edward l'approuvera, et je désire d'autant plus de vous en parler que vous pourrez nous servir. J'ose tout attendre de votre amitié pour lui et de votre bonté pour moi, et voilà ce que c'est. Vous connaissez assez Edward pour avoir remarqué que dans le choix d'une vocation, son goût aurait été pour l'Église, et que si sa mère l'avait permis, il aurait préféré cet état à tout autre. Mon plan actuel serait donc qu'il se décidât à entrer dans les ordres, et à se faire consacrer aussitôt qu'il pourrait. Alors, j'ose être sûre que vous useriez de tout votre pouvoir sur votre frère pour lui persuader de lui donner le bénéfice de sa terre de Norland, qu'on dit très considérable. Le plus grand obstacle à notre mariage serait levé. Nous aurions assez pour vivre en attendant la chance du reste. Je serais heureuse, dit Elinor, de pouvoir donner à M. Ferrars des preuves de mon estime et de mon amitié. Mais je ne vois pas en vérité que vous ayez besoin de moi dans cette occasion. Je vous serais tout à fait inutile. M. Ferrars est frère de Mme John Dashwood, et sa recommandation vaudra mieux que la mienne auprès de son mari. Mais Mme John n'approuverait pas plus que sa mère que son frère entrât dans les ordres et m'épousât. Alors, je soupçonne que ma recommandation aurait peu de poids. Il y eut un assez long silence. Lucie le rompit par un profond soupir. « Je crois, dit-elle, oui, je crois, que ce qu'il y aurait de plus sage serait de finir cette affaire en rompant, d'un mutuel accord, notre engagement. Nous sommes de tous les côtés si entourés de difficultés que, quoique cette rupture nous rendît bien malheureux pour le moment, nous serions peut-être plus heureux tous les deux par la suite. Qu'en pensez-vous, Miss Dashwood? Ne voulez-vous pas me donner votre avis? Non, répondit Elinor, avec un sourire qui cachait l'agitation de son cœur. Non, sur un tel sujet, cela ne m'est pas possible. Vous savez très bien que mon opinion n'aurait aucun poids sur vous, à moins qu'elle ne fût conforme à vos désirs. En vérité, vous me faites tort, dit Lucie d'un ton de dignité. Je ne connais personne dont j'estime autant le suffrage et dont le jugement me paraisse aussi sûr que le vôtre. Je crois de bonne foi que si vous me disiez « Je vous conseille de rompre tout engagement avec Edward Ferrars », vous en serez tous les deux plus heureux. Oui, je crois que je me déciderai à les rompre immédiatement avec lui. Elinor était si convaincue du contraire qu'elle rougit de la fausseté de la future femme d'Edward. Ce compliment, dit-elle, augmenterait mon effroi de vous dire mon opinion, si j'en avais une. Vous élevez beaucoup trop mon influence. Le pouvoir de désunir deux amants si tendrement attachés l'un à l'autre est beaucoup trop grand pour une personne indifférente. C'est parce que vous êtes absolument étrangère à cette affaire, dit Lucie d'un ton un peu piqué, que votre opinion aurait sur moi beaucoup d'importance et pourrait me décider. Si on pouvait supposer que vous eussiez là-dedans le moindre intérêt personnel, elle n'aurait plus aucun poids. Elinor crut plus sage de ne rien répondre. Elle se trouvait entraînée par cet entretien dans une espèce de réserve qui lui semblait toucher à la dissimulation avec une personne qui n'en avait point pour elle. D'ailleurs, elle n'en avait que trop appris, et se promit bien de ne plus renouveler cette pénible et inutile confidence. Elle parla de leur ouvrage, de quelques autres sujets indifférents, après lesquels Lucie lui demanda du ton de la plus tendre amitié si elle comptait passer une partie de l'hiver à Londres.
Certainement non, dit Elinor. J'en suis très fâchée, reprit Lucie, pendant que ses yeux brillaient de plaisir. J'aurais été si heureuse de vous y rencontrer. Mais je suis sûre que vous y viendrez. Votre frère et votre belle-sœur vous inviteront sûrement chez eux. Il ne me sera pas possible d'accepter leur invitation. Combien c'est malheureux pour moi. Je m'étais réjouie d'avance de vous y retrouver. Anna et moi comptons y aller à la fin de janvier chez des parents à qui nous l'avons promis depuis bien des années. Mais moi j'y vais seulement pour voir Edward, qui doit y être en février. Sans cet espoir, Londres n'aurait aucun attrait pour moi. Ici, l'entretien confidentiel fut interrompu. Elinor fut demandée auprès de la table à jeu pour la décision d'un coup, et Lady Middleton, ayant envie de voir le joli panier de sa petite Célina, pria Elinor de prendre sa place, ce qu'elle accepta avec plaisir. Elle n'avait plus rien à dire à Lucie, de qui elle n'avait pas pris une idée plus avantageuse. Elle avait au contraire une persuasion plus positive encore, et bien douloureuse, qu'Edward ne pouvait pas aimer la femme qu'il avait promis d'épouser, et qu'il n'avait aucune chance de bonheur dans une union avec une personne sans aucun rapport avec lui, qui serait repoussée de toute sa famille, et qui avait assez peu de délicatesse pour vouloir, malgré cela, forcer un homme à tenir ses engagements, quand elle paraissait elle-même persuadée qu'il serait malheureux. De ce moment, elle ne chercha plus les confidences de Lucie, mais cette dernière ne laissait échapper aucune occasion de les continuer, de lui parler de son bonheur quand elle avait reçu une lettre d'Edward. Quand Elinor ne pouvait les éviter, elle les recevait avec une tranquillité et un calme apparent, sans faire de réflexion, sans allonger un entretien dangereux pour elle-même et inutile à Lucie, dont elle trouvait chaque jour le caractère moins agréable. La visite de Mesdemoiselles Stills chez leurs parents de Barton Park se prolongea bien au-delà du temps qu'on leur avait d'abord demandé. Leur faveur croissait au point qu'on ne pouvait penser à se séparer. Célina jetait les hauts cris quand Lucie feignait de vouloir la quitter, et sa maman lui demandait alors en grâce de rester, en sorte que, malgré leurs nombreux engagements à Exeter, elles restèrent au parc plus de 2 mois et y passèrent les fêtes de Noël, que Sir George rendit aussi brillante et aussi animée qu'il fut possible. Et bienvenue sur le, je crois, déjà 5e vlog lecture sur Raison et Sensibilité de Jane Austen. On a donc attaqué les chapitres 21, 22, 23, 24 du 2e tome sur 4. Donc on avance gentiment. Alors, pour vous dire un petit peu où ça en est, le chapitre 25, ça sera à la page 52. Et il y a en tout 33 chapitres et ça doit s'achever vers la page 164. Donc je pense que je peux les lire en 3 ou 4 jours, 3 ou 4 fois. Là du coup, je m'étais dit au début que j'allais reprendre. Je voulais faire une pause des 1000 et une nuits. Et je m'étais dit que j'allais commencer Carmilla de John Sheridan Le Fanu. Et en fait, je me suis dit, le roman de Jane Austen, si je l'oublie, si je le laisse un peu trop de côté, il y a plein de trucs que je vais oublier. Donc, j'ai préféré y revenir. Donc, je vais alterner Les 1000 et une nuits et Jane Austen pendant un petit moment, jusqu'à finir Raison et Sensibilité. Parce que la preuve que j'oublie des trucs, je sais pas trop ce qu'il est advenu de Willoughby, à part que Maria est malheureuse comme les pierres. Et bon, donc pour revenir sur les chapitres que je viens de lire. On voit toujours que Sir George a toujours une volonté de s'amuser, inviter du monde, que les gens dansent, chantent, le côté très sociable en fait. Sans doute très envahissant et un peu lourd, mais bon, gentil garçon quoi, gentil monsieur. Et donc on rencontre de nouvelles personnes qui sont Mesdemoiselles Stills, donc Anna l'aînée qui n'a pas l'air très fut-fut,
et la cadette Lucy qui, dis donc, plot twist, serait engagée à Edward Ferrars, dont est amoureuse Elinor. Et donc Elinor pense très sincèrement qu'Edward aussi, alors que ni l'un ni l'autre ne se sont fait de promesses, ni déclaré d'amour, etc. Elinor se dit qu'il y a quand même quelque chose entre eux, parce qu'ils s'entendaient bien, ils passaient du temps ensemble, il y avait quelque chose qui se passait entre eux, au point que justement Maria, leur mère, la petite Emma, ou Madame Jennings, Sir George, qui sont tellement subtils, et remarqué du coup qu'il y avait une petite relation un peu mignonne qui démarrait entre Edward Ferrars et Elinor. Alors je suis très sceptique sur le personnage de Lucy. Comme Elinor, je trouve qu'elle a fourni en fait pas mal de preuves de son engagement avec Edward, mais en fait, Jane Austen fait mention à plusieurs reprises du regard perçant de cette jeune femme, hein, de Lucy, du fait qu'elle essaie de lire en Elinor, etc. Elinor, du coup, qui fait des efforts pour être encore moins lisible que d'habitude. Parce qu'Elinor, il y a vraiment la raison et la sensibilité qui s'opposent dans ce roman. Et Elinor, en fait, j'ai l'impression que quoi qu'il lui tombe sur la figure, c'est pas qu'elle essaye de faire bonne figure, c'est que elle surmonte. Elle serre les dents, elle est forte, elle surmonte, elle s'en sortira. Et donc forcément, elle est très déçue par rapport à ce qu'elle apprend d'Edward et de Lucy, parce que du coup, ça vient casser leur relation. Mais en même temps, je pense qu'elle l'espère encore. Elle espère encore qu'il puisse y avoir quelque chose avec Edward, etc. Et je pense que comme pour Maria et Willoughby, le fait que tout le monde en parle autour d'elle, ça va un petit peu la saouler. Mais tout en restant assez neutre, comme elle l'est d'habitude. Donc je suis très sceptique par rapport à Lucy. Je me demande en fait si c'est pas une intrigante. Si elle n'est pas un petit peu en train de titiller Elinor parce que, elle a remarqué, j'ai remarqué qu'Elinor, elle est attachée à Edward. Elle a l'air de bien connaître Edward quand même, au point d'en avoir un portrait, etc. Et elle connaît suffisamment, et elle a vu suffisamment récemment Edward pour savoir qu'il avait une mèche de cheveux en bague. Mais je me demande si en fait elle ne le connaît pas juste de son entourage, et si elle essaye pas de manipuler tout simplement Elinor pour foutre sa merde. Donc pardon mon petit micro, je viens de te frapper. Donc je me demande vraiment si Lucy c'est pas une fille un peu une fille qui s'ennuie, parce que j'ai l'impression que ces gens-là s'ennuient quand même pas mal. Et qui peut jubiler un petit peu dans le fait de manipuler son entourage et de faire souffrir autour d'elle. C'est peut-être juste une impression, et c'est peut-être une impression qui sera fausse. Du coup, ça me paraît quand même vachement mal barré là pour Elinor et Edward, que je ship franchement, parce qu'ils se retrouvent bien. Et puis ils me paraissent en fait le côté un peu similaire. Autant je pense que les opposés s'attirent, mais il y a aussi le qui se ressemble s'assemble. Et les deux pour moi sont vrais. Pas forcément pour tout le monde. Parce que peut-être qu'Elinor elle a besoin de trouver quelqu'un qui lui ressemble. Et peut-être que Maria, elle a besoin de quelqu'un avec qui être en contraste. Et pour pouvoir exister, peut-être qu'elle a pas forcément pour qu'il y ait du conflit, mais pour qu'il y ait plus de variété, peut-être, je sais pas trop le dire. Je sais pas trop exprimer le truc. Mais bref, là je suis assez sceptique du coup sur la suite, parce que je sais pas trop où ça va aller. Et j'aime bien quand même Elinor et Edward, donc ça me fait chier quoi d'un côté. Et je suis à espérer très fort que Lucy soit une connasse de manipulatrice.
Bonjour Gabi, qui, histoire de permettre à ce chip qui est vraiment sympa d'Elinor et de... je regarde si elle apparaît sur la caméra. Non, elle est juste là, mon petit chat. C'était mon petit chat. Regardez, coucou. Oui, du coup, je les ship. Elinor et Edward, je les ship. Tout comme je peux ship. J'ai shippé aussi Maria et Willoughby, qui pouvaient se ressembler aussi, sauf que Maria me paraît plus franche. Enfin, Maria, elle n'a pas de filtre. Maria, elle dit ce qu'elle pense et elle ne peut pas dire ce qu'elle ne pense pas. Ça a été précisé aussi dans le livre. Donc je trouve que Jane Austen est toujours vraiment très fine. Bah, c'est son tout premier livre, hein, publié. Je ne sais pas s'il y a eu des brouillons avant, je ne connais pas suffisamment l'auteur. Mais elle est vraiment très fine dans la construction de ses personnages et dans leurs interactions. Elle est revenue de dehors, c'était une grande aventure. Et du coup, elle me fait des câlins. Donc, après cet intermède ronron, ouais, donc Lucie, je sais pas, j'ai une petite tendance à pas trop l'apprécier. Ronronne pas trop près du micro. Lucie, j'ai une petite tendance à ne pas l'apprécier. On verra du coup demain ce qu'il en est. J'espère que ça vous plaît toujours autant. J'espère que c'est quand même écoutable parce que je bredouille pas mal parce que je parle trop vite. Et comme je vous ai dit, arrête. Comme je vous ai dit, le langage, en fait, elle se frotte à l'ordi. Le langage, c'est des tournures de phrases que, j'arrête pas de me répéter là-dessus, mais c'est des tournures de phrases que nous n'utilisons plus de nos jours, ce qui fait que c'est pas évident de les lire parce que, pour moi, c'est des phrases qui sont pas faites dans le bon sens. Donc j'ai un peu de mal, mais je vais m'accrocher et puis si vous tolérez mes bredouillements, hein, allez, pourquoi pas. Donc je vous souhaite une bonne soirée, journée, nuit, matinée, c'est selon. Et on se retrouve, je sais pas quel rythme de publication je ferai, mais je ferai peut-être... Enfin bref, on verra. On verra ça dans le dernier vlog lecture. Ou je vous ferai un petit intermède, bref, on s'en fout. Allez, à tchuss, à plus. À plus.